Merci, Candice. Je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse d'être l'interlocutrice de notre panéliste parce que l'exposition comme telle produit quelque chose que je dois décrire en français. Je n'ai jamais trouvé un équivalent anglais suffisant. Cette exposition boucle la boucle, pour moi en fait. Et en fait, cette conclusion est liée à mon engagement par rapport à l'art indigène. Je suis arrivée ici avec un bloc-notes, mais je n'ai rien préparé parce que le rôle de la répondante est moins de préparer son exposé que de répondre aux questions soulevées par les panélistes. Alors, mon premier commentaire est que je suis frappée par le caractère vraiment distinct, différent du propos de chaque conférencier, par leur voix. Je suis frappée aussi par la façon dont chacune de leurs allocutions illustre en quelque sorte celle de l'autre. C'est-à-dire que nous trouvons des idées récurrentes, mais nous trouvons des points de vue différents, changeants, mouvants, ce qui est important pour nous tous. Je vais commencer par mentionner certaines des choses qui m'ont frappée dans le propos de chaque conférencier, dans l'ordre, parce que lorsque nous les recevons dans l'ordre en tant qu'auditeurs, nous voyons un point de vue, une perspective qui commence par l'intervention de Gerald Visner, très vaste, très globale, très lointaine dans le temps, jusqu'à la rupestre, il y a 30 000 ans, et qui, en fait, finit par se rétrécir jusqu'au point de vue microscopique de 24 et de son récit tout à fait ciblé. Donc, j'étais très intéressée de lire, j'ai eu l'occasion de lire leur présentation à l'avance, fort heureusement, Dieu merci. Et donc j'ai lu la présentation de Gerald et je l'ai entendu et écouté aujourd'hui. Il ouvre par des concepts critiques, me semble-t-il, et donc je peux les résumer, je pense, en très peu de mots, mais des mots très importants. Le concept de la transcendance du mouvement qu'il définit comme étant l'évolution inspirée du mouvement naturel cosmototémique, de la survivance. Donc, ces idées je les ai reçus en me disant, mon Dieu, comment définir la survie ou la survivance cosmototémique. La survivance est une croisée des chemins entre la résistance et la survie. Vous utilisez le mot survivance, Gerald, pour remplacer survie, pour montrer que c'est un processus évolutif qui change constamment. Je vais essayer d'interpréter la notion de cosmototémique. Cela comprend donc l'inclusivité du cosmos avec l'idée du totem qui s'étire et qui change les particularités des relations qui évoluent dans l'univers et qui le remplissent et qui y flottent. J'étais frappée par l'accent que vous avez mis sur le mouvement, ce que vous appelez le mouvement naturel, que vous illustrez en parlant du film d'Adler et de la marche. Cette notion très fluide du mouvement m'a rappelé d'autres mouvements, d'autres sortes de mouvements. Le mouvement naturel existe pour nous tous, bien sûr, pour peu que nous y fassions un peu attention, mais je pensais aussi à d'autres sortes de mouvements, comme le mouvement cyclique du système fermé, le mouvement bureaucratique qui s'opère dans beaucoup d'institutions, ce qui fait qu'il est très difficile de percer ces institutions bureaucratiques quand on est à l'extérieur ou quand on a une question à leur poser que ces institutions, pour lesquelles ces institutions ne sont pas en mesure de donner des réponses. J'ai pensé aux routes commerciales qui nous ont reliés parce que nous avions besoin des articles
fabriqués par les autres. Les Autochtones du Canada, par exemple, dans la région des Grands Lacs, se déplaçaient sur ces voies navales, en fait, sur ces voies d'eau, parce qu'ils avaient besoin du mica que l'on trouvait en aval. Et les gens de la région de la Floride voulaient le cuivre qui se trouvait dans la région des Grands Lacs. Et donc, ces voies commerciales nous ont rapprochés. Et puis, il y a eu des migrations survenues pour toutes sortes de raisons. Les humains sont extrêmement mobiles. Si nous ne pouvons pas changer notre environnement, nous changeons le lieu où nous vivons. Et l'une de ces migrations, l'un de ces courants migratoires très importants et qui surplombe toute discussion du caractère autochtone et de l'art autochtone et la colonisation, une autre migration. Les relations de pouvoir sont à l'œuvre et entrent en ligne de compte. Plutôt que des relations entre égaux dans ces migrations, nous voyons la capacité de certains groupes de contrôler les autres, de contrôler le récit. Le contrôle du récit est l'une des choses qu'une exposition comme Sakahan présente, c'est-à-dire que Sakahan parle de survivance au sens de la résistance à ce contrôle, à ce récit de contrôle, et parle d'une introduction d'autres récits, d'autres versions. Si nous quittons la présentation de Gerald pour passer à celle de Megan, j'ai trouvé que l'un des aspects très intéressants de la présentation de Megan, son point de vue, et son point de vue de conservatrice qui rejoint le mien, qui rejoint le point de vue de la plupart des conservateurs, en ce sens que nous sommes très mobilisés par le travail des artistes qui nous intéressent, à des fins personnelles, à des fins culturelles, à des fins politiques. Nous nous enfonçons dans cette œuvre, dans ce travail, nous en parlons. Mais comme je l'ai dit à Megan hier soir, citant l'un de mes mentors, de nom, je ne l'ai jamais rencontré, Thomas Amann, le conservateur suisse, pardon, Jean-Christophe Amann, peut-être, j'oublie, c'est Amann en tout cas, qui dit que les conservateurs créent un horizon spirituel. C'est ce que nous faisons en plaçant, par la façon dont nous plaçons un groupe d'œuvres d'art dans une salle ou une séquence d'œuvres d'art dans une série de salles. Cela me semble extrêmement révélateur. Toutefois, je voulais faire ressortir certains des concepts présentés par Megan qui me semblent très importants. Vous avez beaucoup parlé d'Otéré comme étant le premier moderniste maori ou l'un des premiers et du sens du modernisme qui passait par l'individu plutôt que le collectif, avec la capacité toutefois d'intégrer des concepts maoris. C'est difficile de trouver une meilleure définition d'une hybridité qui traverse toute cette exposition, me semble-t-il. J'étais intéressée aussi par votre insistance sur le lieu, l'iwi, qui est une tribu ou une nation, un peuple, me semble-t-il. Et donc, votre insistance sur la spécificité culturelle. Je vais peut-être revenir en arrière maintenant. Vous savez, les artistes sont venus dans l'Ouest depuis longtemps. Ce n'est pas un nouveau phénomène. Ce voyage artistique leur permet d'établir de nouveaux liens, de trouver de nouvelles sources, de ramener avec eux de nouvelles idées. Et ce genre de déplacement se fait depuis longtemps. Plusieurs des artistes du XXe siècle qui ont fait ces voyages jusqu'à quelques décennies après la Seconde Guerre mondiale ont épousé un vocabulaire d'abstraction internationale, par exemple, ou de surréalisme, de langage universellement applicable à nos expériences. Ce faisant, toutefois, fréquemment, ils ont été exposés au contrôle du récit dont j'ai parlé tantôt et se sont rendus compte qu'ils étaient décrits dans l'histoire de l'art occidental comme des imitateurs ou des produits dérivés.
c'est intéressant parce que l'exposition faite par Alexander Munro et Fred Tempo au musée Guggenheim, qui vient de fermer, prouve que les Gutai, bien souvent, qui travaillaient au Japon pendant les années 50 ou 60, avaient en fait anticipé des phénomènes qui survenaient dans l'Ouest et voyaient une connexion, un lien. Et cela est très important pour tout artiste en périphérie, autochtone ou non, indigène ou non. Si vous êtes en périphérie, vous êtes bien sûr défavorisé. Vous pouvez être en périphérie dans votre propre pays aussi, et vous êtes tout de même défavorisé. Elle a aussi parlé de réencodage et de radicalisme. Elle a parlé de Wakapapa, qui est d'une généalogie élargie, qui est liée à l'identité, je pense, avec une double identité. Et dans sa diapositive des pianos gravés de Michael, j'ai trouvé cette superposition de fluidité, cette possibilité pour les objets de changer de forme en quelque sorte. Et j'étais frappée par votre dernière citation sur les tensions du biculturalisme, tellement lié à cette superposition évoquée aussi par Gerald. Peut-être que j'interprète un peu librement vos concepts et vos notions. Pardonnez-moi si je le fais, mais là, c'est moi qui ai la parole. Mais j'aime cette idée, voulant que les choses ne sont pas statiques. On peut bouger, on peut établir des liens, des connexions, et on peut changer les positions aussi. Cela est important. Je passe à 24. Alors 24, votre histoire est parfaitement personnelle. C'est une histoire de difficulté, mais une histoire de possibilités. Imaginez, c'est une histoire qui fait intervenir le mouvement et la généalogie, car il était important pour vous de trouver des mentors, certains dans votre famille, certains pas, certains par accident. Et vous avez évolué, vous avez bougé, vous êtes allé à Bhopal, New Delhi, vous vous êtes déplacé outre-mer. Il est intéressant de penser que ce mouvement naturel qui consiste à marcher ou à monter à bicyclette ou à se mettre au volant d'une voiture ou à monter à bord d'un avion nous est possible et accessible à nous tous partout dans le monde. Vous avez reçu des commandes d'œuvres aussi, c'est une grande tradition occidentale, on pense à Michel-Ange. Mais j'ai trouvé cela intéressant quand je suis allée voir l'exposition de voir votre œuvre dans un contexte plus journalistique, c'est-à-dire que vous consignez le terrorisme à Mumbai, mais vous consignez aussi, dans l'exposition en haut, votre propre lutte. Comment? Par une approche moderniste qui n'est pas une composition, qui n'est pas hiérarchique, par une méthode qui présente l'information de cette façon. J'ai beaucoup aimé ce ciblage en quelque sorte. J'ai trouvé beaucoup de superpositions et beaucoup d'échos dans vos groupes. Mais je veux m'éloigner du propos de nos conférenciers et vous rappeler, et 24, merci de l'avoir soulevé dans votre allocution. Donc je veux parler des magiciens de la Terre, ce genre d'exposition qui, en mes propres mots en tout cas, se veut inclusive, très vaste, très large. Cette exposition qui a un point de vue mondial, ce qui ne signifie pas que tout ce qui se fait dans le monde se trouve ici, mais cela signifie que sa portée est très large, a commencé à Paris en quelque sorte en 1989 avec les 100 artistes invités à cette exposition. Et ces artistes étaient à la fois indigènes, autochtones, et occidentaux, comme on les appelle conventionnellement, faute d'un autre terme. Il y en avait 100 artistes. Ce matin, je regardais le catalogue. J'ai acheté ce catalogue quand Robert Houlihan et moi étions conservateurs de Landspear Power. Je me souviens
de notre égocentrisme. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment cela, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Nous avons pensé que cette exposition ne se laisserait pas prendre par certains des pièges qui avaient happé les magiciens de la Terre. C'était une exposition controversée qui a soulevé une résistance ferme, je dois vous le rappeler. Au cas où vous pensiez que l'exposition s'est faite sans heurts, non, il y avait une résistance ferme de l'establishment des artistes occidentaux, des critiques d'art occidentaux qui ont dit « Vous ne pouvez pas réunir ces œuvres simplement parce qu'elles se ressemblent ». J'ai pensé qu'il serait intéressant de voir quels étaient les critères de cette exposition tels qu'ils me les présentaient de façon très pratique dans leur catalogue. Alors, les critères sont des choses que je décrirais comme une essence partagée, une tentative de dégager une essence partagée. Je suis féministe, je comprends, dans la mesure de mes moyens, les écueils des concepts de l'essentiel, mais les essences sont parfois utiles pour nous car elles nous forcent à changer de perspective, à délaisser notre œil critique, cette œuvre n'a rien à faire ici, pour voir ce que nous avons en commun. C'est un peu comme des négociations syndicales. Et donc, d'autres critères étaient le caractère original et créatif dans l'optique du contexte culturel, la relation de l'artiste à son environnement, c'est-à-dire la situation de l'artiste par rapport à sa collectivité, qui doit être évidente dans son œuvre, l'intention, le désir de l'artiste qui doit être révélé par l'œuvre. L'œuvre doit aller au-delà de la fabrication, au-delà de l'extérieur, la forme externe vers la forme interne, dit Gérald, qui citait Kandinsky. Et donc, cela mène l'artiste à exprimer radicalement ses idées et à exprimer sa créativité. Et l'exposition a évité les artistes qui tiraient leur expression du soi-disant primitivisme des autres. On s'est tourné vers l'art indigène à des moments de crise en art occidental. Cela s'est produit à la fin du 19e siècle. Cela s'est produit à nouveau au 20e siècle, pendant les années, la première décennie et les années 20. Et cela s'est produit aussi à la fin du modernisme, juste à l'aube du postmodernisme, quand le modernisme tirait à sa fin. Je vois ces dernières notes. Et donc, quand on voit les artistes autochtones, tous les artistes en périphérie, comment ils surmontent le discours occidental qui affirme son pouvoir sur eux et qui les accuse de les imiter ou de faire de l'art dérivé. L'une des choses que le postmodernisme, malgré toutes ses lacunes, nous propose, c'est cet accent placé sur la spécificité culturelle et sur le volet culturel de l'œuvre de chaque artiste individuellement. Je pense que c'est l'une de ces notions assez utiles. Je ne prétendrai pas que c'est la voie, mais c'est une notion qui pourrait être une bonne petite grotte pour nous, parce qu'elle nous permet, cette notion, de bouger, de changer de perspective et d'adopter un point de vue intéressant. Et de changer de perspective de façon intéressante. J'ai commencé par dire que pour moi, cette exposition était une espèce de... Vous savez, le serpent qui mange sa queue, la boucle qui est bouclée, toutes ces images soi-disant circulaires, mais qui ne sont pas vraiment circulaires. Une chose que nous pouvons faire dans le monde des arts global, nous arrivons face à face avec les marchés des arts qui feront des choix brutaux, qui ne seront pas toujours des choix qui nous favoriseront en tant qu'individu ou du point de vue d'un conservateur, en tant que champion des artistes auxquels nous croyons vraiment.
Et les commerçants d'art ne favoriseront pas toujours certains pays comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Inde, le Taïwan, si fortement présents dans ces pays. Nous sommes des pays périphériques du point de vue de notre pouvoir. Nous sommes des pays interreliés par le colonialisme, mais ce que nous faisons chez nous, dans nos propres pays, importe. Et lorsque nous avons lancé notre exposition, mes collègues et moi, je savais que nous faisions une différence au Canada, au Musée des beaux-arts du Canada. Et la flamme que nous avons allumée à ce moment-là est une flamme qui a été reprise ici au Musée des beaux-arts, comme dans d'autres musées du monde. Et je parle de motion cyclique. Comment les changer? Il faut trouver une voie d'accès. Et si je pense à notre exposition de 1982, Lansbury Power, nous avons trouvé une façon d'ouvrir la porte. Et la porte est restée ouverte au Musée des beaux-arts. La collection d'art autochtone a pris de l'expansion, une expansion exponentielle en fait, et inclut des œuvres d'artistes autochtones de bien d'autres pays. Et c'est encore plus radical, c'est encore plus politique. C'est une chose que nous acceptons dans nos propres pays lorsque nous réalisons des changements. Dans les grandes biennales, lors des grandes expositions internationales, lors des foires artistiques, il y a des ouvertures, mais ce sont des ouvertures pour certaines personnes par opposition à des communautés. Il y a donc deux choses qui se produisent en même temps. Nous avons ces superpositions, ce mouvement, cette approche dont parlent les conférenciers. Je suis très heureuse d'avoir fait partie de ce processus. Je vous remercie.